Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Alors bon, un podcast qui n'est plus quasi mensuel comme on le disait la dernière fois. Quasi bimensuel. Quasi bimensuel, voilà, c'est ça. Alors le podcast quasi bimensuel de la cellule qui ne prend pas de vacances, hein. On fait même des podcasts l'été, on est comme ça, il fait chaud, il fait beau et on en profite. On est en tongue. Ouais, voilà, des podcasts en tongue. Alors, il y a des actualités, hein, énormément d'actualités sur Sens cet été. D'habitude l'été c'est pas vraiment propice aux actualités rôlistes, mais là, oh là là, il s'est passé des tas et des tas de choses. Tout d'abord par rapport au blog de la cellule, on est vraiment très très heureux des résultats obtenus. On a plus de 440 visites sur le blog de la cellule, ne serait-ce que pour ce mois de juillet, donc c'est juste monstrueux. Et donc juste ça, c'est juste sur le blog, mais sur les téléchargements des archives, etc. On a également pu voir et pu constater que les podcasts étaient téléchargés des centaines de fois, enfin au moins une centaine de fois, donc c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'on a déjà plus de 100 auditeurs au moins, parce qu'on n'a pas toutes les statistiques. Donc voilà, donc merci à vous de nous écouter, ça nous fait très très plaisir. Aujourd'hui un podcast sur Sens comme toutes les fins de mois, et pour présenter ce podcast qui va tourner autour de vos questions sur le forum, mais aussi autour d'un personnage particulier de Sens qui est Phil Longfinger, un podcast qui lui est entièrement consacré. Pour présenter ce podcast, autour de cette table magnifique, Pierre qui est avec nous une nouvelle fois, Flavie, que vous avez entendu tout à l'heure, et un nouveau, Cédric Kersao. Bonjour. Lui-même, le joueur de Aegenis. Alors, ce serait sympa pour nos auditeurs que tu présentes un peu ton personnage, puisqu'ils ont l'occasion maintenant de le croiser dans la fiction de Sens-Mort. Tout à fait. Qui c'est ce Aegenis là, cette espèce Pourquoi 2A d'ailleurs? Pourquoi 2A? Alors, pourquoi 2A? C'était en fait pour donner une petite connotation nordiste. Plutôt nordique. Que nordique, ça veut dire que t'es américain et que tu fais la guerre de sécession. Pas faux. En même temps, c'est un personnage qui fait beaucoup la guerre. De super résistant, guerre de sécession, tout ça, pourquoi pas, hein. Mais oui, tout à fait. Alors, en fait, Aegenis, c'est l'archétype du bourrin, ouais. Clairement. Comment dire, l'armoire à glace physique, et à l'intérieur un petit peu comment dire, l'enfant un cœur en guimauve. C'est un cœur gros comme ça. Un peu ça. Qui ne demande qu'à être aimé. C'est un peu ça. Donc en fait c'est un personnage qui est là pour mener ses hommes à la guerre, qui a des idées très claires, très carrées. Ouais. Le but du jeu c'est d'arriver au bout du chemin, et le chemin c'est la liberté. Donc c'est ça, but du jeu, libérer la Terre, point barre, en faisant parler le Lance Plasma. Ok, très bonne présentation. Triple canon en fin de chronique, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça, j'en ai explosé des PNJ. Excellent. Kraki. Alors l'actualité sur Sens, c'est aussi donc l'article de Lutin dans JDR Magazine numéro 11. Donc un article, donc toi Flavie, tu as eu l'occasion de le lire. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet article? Alors l'article, je l'ai trouvé globalement bien. Il y a juste deux choses qui m'ont dérangé. Ouais. Le premier, je pense que c'est toi qui voulais en parler, c'est le fait qu'il l'a appelé jeu de rôle amateur. Ouais, moi ça m'a choqué. Bon, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Lutin. Le truc, c'est que j'ai envoyé les exemplaires presse à Guillaume Besançon, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et ensuite il l'a réenvoyé en fait à Lutin. Et le truc, c'est que apparemment, donc moi dans les exemplaires presse, j'avais envoyé un petit papier avec écrit que c'était un jeu de rôle indépendant, lui expliquer ce que c'était que le jeu de rôle indépendant, les objectifs du jeu, etc. Vraisemblablement, il ne lui a pas renvoyé ce papier en fait. Il lui a envoyé juste les bouquins et c'est tout. Donc, je rappelle pour nos auditeurs qu'il y a un podcast sur le jeu de rôle indépendant. Ouais, carrément, il faut le dire. Et que vous comprendrez mieux la différence entre amateur et indépendant, et pourquoi je trouve ça un peu... Bah en fait, c'est... Alors, Christophe Beuclet, dans le podcast sur JDR Indépendant, explique que tous les amateurs sont indépendants, mais que les indépendants, par contre, eux, ne sont pas forcément des amateurs. Donc voilà, moi j'avais bien précisé que c'était un jeu de rôle professionnel. Qui plus est, je rentre dans les distinctions du GROG, puisque pour eux, le jeu de rôle professionnel, c'est un jeu de rôle qui a pour vocation de gagner de l'argent, au moins d'en vivre. Oui, et puis de toute façon, tu as des numéros ISBN. Voilà, c'est un jeu de rôle qui est vendu, il y a des numéros ISBN, etc. Donc il a tout d'un professionnel, donc je n'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait écrit jeu de rôle amateur. Et puis... Et sinon, moi, il y avait juste un truc qui m'a... Bon, je veux pas dire dérangé, c'est peut-être une façon de jouer un peu différente. Ils ont mis dans les points faibles qu'il fallait beaucoup de préparation pour les joueurs. Ouais. Pour le maître et pour le maître de jeu, pour les joueurs et maîtres de jeu, dans mon souvenir. Ouais. Et
moi, j'ai toujours joué avec beaucoup de préparation pour les joueurs. Moi, j'ai pas vu une seule de nos tables. On parlait pas de nos persos en dehors. On préparait pas des trucs pour embêter le maître de jeu de temps en temps. Ouais. Je veux dire, moi, je pense que c'est plutôt un point fort. Mais bon, ça dépend des façons. Il l'avait mis dans les points négatifs. Ouais. Et moi, pour moi, je pense que c'est un point fort. Mais bon, peut-être parce que on joue pas uniquement pour faire une soirée, on ferait bien un JDR, on fait aussi des chroniques et ce genre de choses, et on aime bien s'attacher à nos personnages et faire de l'immersion. Donc c'est une façon de jouer différente. Mais bon, moi, je l'aurais pas considéré comme un point faible, ni comme un point fort. Je veux dire, c'est juste, ça dépend de ce que tu veux faire comme jeu de rôle. D'accord. Pierre, toi, dans tes expériences de maître de jeu, tu as trouvé que ça nécessitait beaucoup de préparation de jouer à Sens ? Oui, la création du scénar est toujours un peu difficile. Il faut travailler, préparer les aventures, les PNJ. Mais bon, ça reste convenable et pas trop difficile, pas trop long. On peut en 2 heures pouvoir créer Je un pense bon en fait scénar. que ce que voulait dire Lutin en faisant cette critique, c'est qu'en fait les scénarios, et ça c'est vrai qu'on ne précise pas assez, mais les scénarios dans Sens Mort et dans Sens Renaissance n'en sont pas vraiment. C'est plus des pistes de jeu. Voilà, et ouais, c'est plus voilà. des espèces de nouvelles dont il faut s'inspirer pour créer ces scénars. Et c'est peut-être ça qu'il a voulu dire par beaucoup de préparation. Ouais, mais à la limite, j'ai envie de dire, bon, j'en parlais lors de la préparation du podcast, quand j'avais fait la chronique d'Anima avec juste le premier, il y avait absolument pas de scénario, il y avait pas de ville, il y avait quasiment pas de PNJ. Ouais. Je veux dire, tout était à créer pareil. Je veux dire, il y a plein de jeux de rôle qui sont comme ça. Et là, tu as une ligne directrice. Certes, ça demande du travail, mais j'ai envie de dire que quand tu fais un scénar et que tu décides de monter une chronique, c'est que tu as envie de t'y mettre un petit peu. Donc, ouais. c'est pas un prêt à jouer, je suis d'accord. Il n'y a pas de prêt tiré, etc. Mais ça va avec l'idée du jeu. Cédric, Mais oui, non, en fait, je rejoins ce que dit Flavie. C'est-à-dire que, voilà, en plus, Sens a la particularité de donner une ligne directrice. ouais. Donc les scénars sont... Le squelette, en fait, est là. C'est le maître de jeu, après, qui va rajouter les différents artifices, les organes, appelez ça Ouais. comme vous voulez. C'est la comparaison qu'on donne dans le bouquin. Mais voilà, c'est normal. Ouais. Après, voilà, je trouve qu'il y a moins de boulot que préparer un scénar, je sais pas, moi, un scénar d'Anima, comme tu disais, ou un scénar de Saint Seiya. Tout simplement parce que les nouvelles sont là. Pour vous dire, voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez suivre ce chemin-là. Donc si vous êtes un peu feignant, Ouais. vous pouvez faire un scénar qui demande très très peu de préparation. Ouais. Et après, le reproche qui est effectué au niveau de la préparation pour les joueurs, je le trouve complètement dérisoire. Parce que de toute façon, à partir du moment où on va monter une chronique, on travaille son personnage. Et ce, quel que soit le jeu de rôle. Donc non, pour moi, ce n'est pas un argument qui vaut pour Sens. Et puis je pense qu'il voulait aussi dire que c'était très prenant du fait de l'immersion. On est obligé de rester vraiment dans le personnage, etc. Mais comme on disait, je sais plus dans quel podcast, c'est comme ça que... Enfin, c'est une façon de jouer. Donc je sais pas si ça peut être considéré comme un point fort ou un point faible. C'est juste une façon de jouer dans ce jeu. Enfin moi en tout cas ça m'a pas vexé de voir ça dans les points faibles. J'ai pas trouvé ça vexant, c'est moi, juste que je considère moi, pas je que pense c'est un point vraiment faible. que Lutin a raison quelque part parce que l'univers est quand même assez peu développé. Enfin on a des bribes, on a des pistes, mais on a toujours peur de se planter en fait quand on maîtrise Sens. D'ailleurs la plupart des questions qui viennent sur le forum c'est est-ce que je me plante pas en faisant ça. Donc bon oui peut-être que c'est le problème de tous les jeux à mystère. Oui, c'est peut-être un des problèmes des jeux à secret, effectivement. Enfin, je sais Parce pas. que y a... Ça m'a je vais pas pas me choqué, retrouver ça. le nom de ce jeu où c'est un peu comme... y a pas mal de jeux à mystère en ce moment dans le commerce. Jeux à Et, secret. Tu veux Trinité non Trinité, voilà, c'est ça. Et moi, juste avec la base, je suis désolée, j'ai peur de faire des bourdes. Quoi. C'est quoi Trinité pour nos auditeurs qui connaîtraient pas quand même Euh, Je te rappelle que la un- règle dans le podcast, c'est toujours lorsqu'on dit des choses. de Alors, préciser ce que Trinité, c'est un Pour les jeu de joueurs qui connaissent pas rôle aussi, que voilà. vous pouvez trouver dans le commerce. Le système de jeu, est-ce qu'il est Il a au moins un avantage, c'est qu'il reste dans l'univers qu'il essaie de développer. c'est. D'accord. Et c'est un mélange entre de l'alchimie, des trucs comme ça. C'est un peu un Néphilim. Un Néphilim en revisité, plus, si- beaucoup plus simple. D'accord. Et où on a des vies antérieures, c'est pour ça pour le côté Néphilim, on a des vies antérieures dont on finit par se souvenir, qui nous apportent des choses dans le présent, etc. Ok. Donc c'est une sorte de Néphilim. Et D'accord. dans ce jeu à secret, il se trouve que moi j'ai des fois peur de me Pareil. tromper, mais il y avait la même chose dans Anima, il y avait des secrets. Quand j'ai vu ensuite les trucs qui sont sortis après, j'avais pas du tout envisagé ça moi. Enfin, Tant pis. Moi j'ai l'impression l'inverse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je joue à des jeux, enfin que je maîtrise des jeux à secret,
j'ai souvent tendance à retrouver en fait les idées que j'avais commencé à développer tout seul dans le jeu. Ça m'a fait le coup avec Nobilis. Enfin, c'est pas vraiment un jeu à secret, mais quand j'ai acheté le supplément avec l'écran, j'ai retrouvé en fait des idées que j'avais eues dans le jeu. Enfin, moi, c'est l'inverse en fait. À chaque fois que dans Agone, pareil. Quand j'avais commencé à écrire ma campagne de Agone, j'avais imaginé des tas de choses pour le masque, des tas de choses pour ça. Et quand j'en avais discuté avec les créateurs plus tard que j'avais rencontrés en convention, eh bien, en fait, ils m'ont dit, bah non, mais c'est exactement ça. Donc moi, là-dessus, j'ai toujours eu du bol. Donc bon, bah, j'espère que vous aurez du bol, vous aussi, qui commencez Sens en ce moment. Et de toute façon, enfin, pour revenir sur la peur de se tromper, enfin, je veux dire, c'est inhérent aussi donc à tous les jeux de rôle. Puis bon, il y a toujours moyen de se rattraper. Mais il y a toujours moyen, voilà. De se rattraper. Deus ex machina. Voilà, exactement. Donc voilà. Alors, autre actualité sur Sens, c'est l'émission de radio que nous a proposé Manuel Benouer récemment. Donc Shifumi, une émission consacrée aux jeux. Donc jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle même, et puis jeux vidéo. Voilà, c'est ça que j'oublie à chaque fois, le jeu vidéo. Donc c'est sur Radio Campus Rennes 88.4, et donc j'ai eu la chance d'être interviewé par ces chroniqueurs de l'enfer qui m'ont pas fait de cadeau. Si vous n'avez pas encore écouté cette interview, je vous conseille vivement, vous les fans de Sens, d'aller y faire un tour, parce que apparemment, alors il semblerait que je révèle 2-3 secrets, que je fais des spoilers ou je sais pas quoi. Alors si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous griller la priorité, allez-y. Et puis l'émission Shifumi, bien sûr, et on peut la suivre tous les mardis soirs, en tout cas pendant les vacances, de 19h à 20h. Ils savent pas trop si ça va continuer ou pas. Donc si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à télécharger leur podcast, à bien sûr vous inscrire sur leur page Facebook Shifumi. Je vous le conseille vivement, et j'espère que Radio Campus Rennes conservera encore pendant longtemps cette émission. Voilà. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur Sens. Non, moi j'ai quelque chose à te dire. Honte à toi pendant ton interview. Honte à toi, tu as oublié de parler du blog de la cellule. Non, je n'ai Fais pas tout de oublié. suite tes excuses. Non, je n'ai pas oublié de parler du blog de la cellule. J'ai dit que j'étais entouré de testeurs. Je n'ai pas eu le temps de le citer. J'en ai un petit peu parlé, mais oui, je suis... une émission de radio, ça va très vite, Flavie. Ça va très très vite. J'ai même pas eu le temps, au moment où je parlais des gens qui m'ont aidé à créer le jeu, de citer Valérie. Donc l'illustrateur Valérie Renette-Avon, j'ai même pas eu le temps de le citer à ce moment-là. J'ai dû le citer après. Donc parce que... non mais c'est pas grave, ça va être un très bon moyen de culpabilisation. On va pouvoir obtenir tout ce qu'on veut pendant quelques temps. Et puis, en même temps, tu veux citer ton illustrateur, vu le nom qu'il a, ça donne pas envie de le citer, je suis désolé. Notamment, si, c'est rigolo. Non, c'est méchant. Et Kersao, c'est pas mieux. Et Kersao, là, le breton, là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Tu fais quoi là? T'as contre les bretons? Enfin bref, c'est pas... On s'éloigne. Autre débat. Donc quoi qu'il en soit, d'ailleurs Valérie Note-Avon, c'est un homme. Parce que souvent je dis sur les forums, non mais c'est très sérieux, je vois Cédric qui se marre, mais c'est sérieux, c'est-à-dire que je le dis sur les forums. Non, il faut le préciser, c'est vrai. Elle est une très bonne illustratrice, etc. Alors Valérie est peut-être bonne, ouais, mais il est bon surtout. Mais c'est un homme. C'est comme Céline Grecosta, c'est un homme, mais Valérie n'est pas une femme. Exactement. Alors donc, question maintenant des forumistes de Silent Drift sur Sens. Alors première question, c'est une question d'Adrien, donc qui a commencé sa campagne et qui poste régulièrement des rapports de partie pour nous expliquer un peu comment ça se passe. C'est sur l'évolution du bug et la manière dont il se transforme en quadrilla. Alors peut-être que vous allez pouvoir l'éclairer autour de cette table. Il pose la question quand la forme finale, donc du quadrilla, lorsque le bug se transforme en quadrilla toujours, est-elle atteinte? Quand la forme finale est-elle atteinte? Cédric. Alors, Adrien, je serais tenté de te dire que la forme finale, tu l'atteins quand tu veux. Ça va beaucoup l'aider, je pense. C'est vraiment cool, Adrien. Tu nous reposes des questions. La gueule. Voilà, c'est comme le pied de Chuck Norris. Voilà. Non, mais en fait, il faut voir avec ton joueur. Il faut décider ensemble, parce qu'il y a des gens qui aiment être dirigés et qui vont dire bon bah voilà, je te laisse le choix. Ma forme finale, je peux l'atteindre à la fin de Renaissance, je peux l'atteindre à New York, voilà. Ou bien il y a des joueurs qui vont justement préférer diriger, préférer contrôler l'action et dire bah voilà, tel moment je vais me métamorphoser en quadrilla, tel moment je vais avoir ces signes latents qui vont apparaître de plus en plus. Donc pour signes latents, je veux qu'on parle des signes latents. Oui, parce qu'à mon avis c'est ça aussi la question. Ouais, donc effectivement, il pose la question aussi de savoir alors à quel moment la répioïde ne répondra plus, il demande. Donc c'est un petit peu, ça concerne justement signe latent. Alors là c'est pareil, toi Cédric, tu répondrais un peu quand il veut. Enfin, sauf s'il veut pas qu'on le dirige. Enfin, non.
C'est-à-dire s'il veut prendre en main ses décisions, c'est lui qui va diriger tout ça, et sinon non quoi, c'est le maître de jeu qui va lui Voilà, imposer. 2 solutions, diriger ou être dirigé. Il faut que le joueur et le maître de jeu se concernent, ça dure pas 3 plombes et voilà, ça facilitera la vie de tout le monde. Moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Que dans la vie de tous les jours, à un moment, le joueur il se dit tiens, mais qu'est-ce qui arrive à mon bras ou Ah un- ouais, carrément. Tu Ouais. verrais des transformations physiques. tu sais, juste à certains moments, Des il éclairs, regarde et tout. ah mais qu'est-ce qui arrive à mon bras, puis l'instant d'après, il voit son bras normal. Ouais. Il dit ah Il non, fait- c'est moi qui ai rêvé. Ouais. Ou Salut, il est en train de combattre et juste son armure commence à s'enlever, puis ensuite elle se remet comme des Ouais. petits bugs, tu vois. Ouais, d'accord. Et où à un moment, il Ah, c'est une il est trop- défaillance technique, on dirait. Voilà. Ah, À un mon moment, cul, il ouais. est en train de se balader. Un bug et sur là, un bug. Voilà, c'est parfait. Il est en train de se balader et hop là, il y a un petit éclair qui passe sur son bras. Ouais. Pourquoi je parle toujours du bras? Ça peut être la Mm. tête. Ouais, À un ouais. moment, il a plus de cheveux. Je pense que ça peut être des trucs au fur et à mesure c'est comme une montée quoi, où le mec commence à dire mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je deviens taré, je deviens un monstre. Moi j'avais imaginé des scènes où le mec s'endort et puis il se réveille dans l'ombre monde avec sa répulide. Ouais, c'est c'est instinct, tout à fait possible. c'est possible aussi. Toi Pierre, pardon, je gueule moi. Toi Pierre, à ta table de reine, t'as eu l'occasion de faire cette transformation ou pas du tout? Alors, la encore transformation, elle n'est pas encore faite. D'accord. Ouais. Mais tu Euh, as pensé à qui deviendrait Oui, la Cédric. personne, je l'aide déjà. Parce que nous ici on a une tradition, c'est que la personne ne le sait pas. Donc contrairement à ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est que la personne ne sait pas. C'est le maître de jeu qui va décider en fonction de la manière dont les joueurs jouent qui va devenir quadrilla à la table. Sachant qu'il y en aura forcément un, parce que c'est vraiment hautement conseillé qu'il y en ait au moins un. Sinon, vous allez avoir du mal, les gars. Sinon sans se mort c'est Alors, raté quoi. Pour l'instant, à ma Alors, table, ta table, Pierre. la personne ne sait pas. Ouais. Seul moi, une forte intuition, voire je suis quasiment sûr pour la personne. Ouais. Et je vais commencer petit à petit à faire comme on disait, des signes, Des signes. de. Ok. Mais donc c'est pas forcément à la fin de Sens Renaissance, parce qu'il demande si c'est forcément à la fin de Sens Renaissance. Alors, non, ça t'avais peut un être, argument, Pierre, toi, pour dire que ça devait être bah, dans Renaissance. Oui, parce que déjà rien que le titre du bouquin, Renaissance, pour moi, devenir quadrilla, c'est une nouvelle naissance. D'accord. Donc je pensais ça intéressant de faire le changement de bug à quadrilla Dans Sens Renaissance. dans Sens Moi, Renaissance. pour moi, c'est indispensable qu'il soit dans Sens Renaissance. Après, qu'il soit spécialement à la fin ou pas, Bah, je suis d'accord avec moi, toi. je dirais plutôt à la fin. À la fin, oui. Ouais, parce qu'au début, Bah oui, les parce bugs ont souvent Oui, et tendance puis à. on n'est pas censé savoir avant Aqua City, ça on Mm. l'a pas dit en préparation du podcast, mais je rappelle, on n'est pas censé savoir avant au moins Aqua City, voire même avant la fin du jeu, je crois que c'est même avant la fin du jeu, Mm. que les quadrillas sont peut-être des alliés. C'est ça. C'est ça. qu'avant, Hyper les important. quadrillas, ce L'avant-dernier sont scénar. les Ouais, méchants. donc, C'est après voilà. la bataille d'Aqua City normalement. qu'on apprend Ouais, ça. donc justement, à mon avis, ça doit pas intervenir avant. Bah non, c'est pas Sinon, ça possible. fout la Je merde. vois même mal à New York le changement, à Nouvelle-York, le changement de. Bah ouais, carrément, parce que si on n'a pas rencontré Graveur, même, on se demande même si ces gars-là ont une humanité. C'est toute la question de savoir si les quadrillas ne sont pas des machines. Enfin bref, Ouais. on fera peut-être un podcast spécial quadrilla plus tard, mais à mon avis, il faut que ça intervienne dans Sens Renaissance et plutôt à la toute fin de Sens Renaissance. Et en ce qui concerne la transformation, Ouais. moi j'aime bien les trucs spectaculaires, tragico, machin là. et du coup, moi j'aurais bien vu un truc, genre il est dans l'ombre monde et son armure commence à se dématérialiser. Donc je pense que ça peut être un bon gros flip pour le joueur qui se dit mais du coup je vais périr avec le choc ontologique. Et même pour les autres. Et attention, et ben Bah non, non, il se passe tu ne rien. crèves pas. Alors c'est là que tout le monde va enlever sa répulide pour vérifier. Ah, et voilà, tout le ça monde sera un va peu crever. Non, parce qu'il y aura un changement Fin physique de- en même temps. Game over. C'est, là, il verra qu'il est devenu un quadrilla, quoi. Au fur et à mesure que sa répulide On verra. s'arrête, il aura. Faites Ah, pas ça, les joueurs. Ça Vous, peut vous être tueriez classe. une table Ça en peut être entier. classe. Ça peut être classe. Donc voilà, déjà, Adrien, t'as des bonnes petites idées. Alors, il pose une autre question, plus technique, donc je vais y répondre rapidement. La régénération des ombres pouvoirs est-elle du coup changée ? La réponse est oui. Les points d'ombre énergie sont regagnés plus rapidement par un quadrilla, puisque le quadrilla regagne un point d'ombre énergie par ronde dans l'ombre monde, mais il ne regagne pas de points dans la réalité, alors qu'un bug regagne un point d'ombre énergie par jour dans la réalité. Voilà, Adrien. Alors, et justement, pour rejoindre la question de tout à l'heure, genre typique de crasse ou non que tu peux faire, c'est-à-dire celui qui va se transformer en quadrilla ne regagne plus de points énergie dans la réalité. Dans la réalité, il commence à les regagner dans l'ombre monde. Ça, c'est génial, ça. Excellent. Ah ouais, franchement, tiens. Ah, ça, c'est une très je bonne comprends pourquoi tu nous faisais des crasses tout le temps quand on était à tes tables. idée. Ouais.
pas vrai. Maintenant, je comprends. Si. Alors, une petite question sympathique de Tao Ulysse hein, sur Silent Drift, toujours. Qu'est-ce qui se passe si j'atterris dans un mur ? Alors, on va droit dans le mur. Alors, donc, imaginez, donc, bien sûr, la question c'est quand on passe d'un monde à l'autre, qu'est-ce qui se passe si la destination d'arrivée, il y a un mur qui est construit Et là paf. Alors, qu'est-ce qui se passe, selon toi, Cédric ? Alors, très bonne question. Parce que c'est purement pratique et c'est vrai qu'on oublie souvent ça. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui a hanté certains joueurs, dont moi, pendant plusieurs chroniques. Eh oui. Donc, Oui, alors oui. voilà ce qui se passe. Si tu atterris dans un corps, qu'il soit vivant ou non, le corps en question explose. Tout simplement parce que la réplioïde, est la matière la plus dure Plus protectrice, de l'univers, la ouais. plus protectrice, la plus dangereuse aussi quelque part, mais bon, Ouais. ça c'est aussi un autre débat. Ouais. Donc voilà, rien ne résiste à la réplioïde. D'accord. Il faut bien se rappeler que dans le livre, il est écrit que quand on est dans la réplioïde, c'est quand on passe d'un monde à l'autre, ça protège du choc ontologique. Ça veut dire donc ça crée une ontologie différente. Donc à c'est fait. comme une sorte de petit Mini-monde, monde, quoi. voilà. Un microcosme, Exactement. dirait Wittgenstein. Et qui protégerait absolument tout. Donc quand Donc- vous arrivez dans le mur, c'est le mur qui passe. Imaginons que je tombe dans un trou qui existe dans la réalité tu mais qui cries. n'existe pas dans l'ombre monde. Non, tu cries. Et je décide de me matérialiser dans l'ombre monde à ce moment-là, l'endroit où ce trou n'est pas créé. Alors du coup, j'atterris dans le sol et puis je peux plus bouger en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Mm. Ouais. Et donc si tu veux t'en tirer, il faut repasser là où tu voulais, d'où tu voulais partir. Ok. Pierre, comment est-ce que tu... Imagine, t'as un joueur qui te pose cette question-là. Je te vois avec tes yeux là. Oui. Alors, Comment tu réponds ? je réponds exactement ce qu'il vient de te dire ici. bien sûr. Non, pratique, hein. c'est vrai. Non, J'étais j'étais d'accord. Les réponses étaient les plus intelligentes, c'est tout. Craquis. Non, parce que j'étais d'accord avec vous, voilà. Après, ça explose, oui, ou ça prend la Pour le place. côté visuel de la chose. Voilà, c'est tout le côté visuel, mais bon. Ouais, moi je préfère dire que ça prend la place aussi. Là. Et on voit le côté agoniste de Fenrir, Cédric. Là. Oui, Ouais, On en carrément. parlera tout à l'heure. mais oui, ça prend la place et Bah, ça ton peut joueur. tuer donc, hein. Ça peut tuer quelqu'un si Oui, on se oui, ça peut être rematérialise. une arme ou ça peut être Bien aussi sûr. un moyen. Ça peut être de- un accident qui peut arriver, un bug, avec une forte ruine de mort, parce que la tragédie, la mort, tout ça. Mais ouais, non, pourquoi pas quoi. Oui, tout à fait. Ok, donc voilà déjà une autre réponse. Et puis bon, il y a le rapport de partie de Volion aussi dont je voulais un petit peu parler. Ce rapport de partie donc dans lequel il annonce que c'est donc quelques-uns qu'une de ces tables a cessé le jeu parce qu'ils avaient été choqués par les révélations finales d'Akina. Alors Volion, je ne vais pas en parler dans ce podcast pour la simple et bonne raison qu'on compte faire un podcast tout entier sur les thématiques que tu abordes dans ce rapport de partie, sur la dangerosité de sens, etc. Donc je n'oublie pas ta question, elle est en suspens et on fera un podcast très bientôt pour... Et n'oubliez pas de prévenir Mireille Dumas de bien écouter Voilà. ce podcast. C'est Voilà. très intéressant. Mireille, hein. si tu nous écoutes, On vous expliquera en quoi Sens est un jeu très très dangereux. Hein. D'ailleurs on le voit à la pierre, il est complètement cinglé. Je peux pas. Donc voilà, on fera un podcast spécial sur le sujet. Donc ne t'en fais pas, Volion, ta question est toujours d'actualité. Et bien maintenant on va pouvoir passer au cœur de ce podcast après avoir passé en revue ces nombreuses questions et ces actualités. Finlong Finger, le personnage probablement le plus mystérieux dans Sens et Renaissance. si vous voulez le le faire plus en français, charismatique. vous pouvez l'appeler Finlondois, mais Alors, vous perdez quand même pas mal de choses Ça pour veut le même pas dire charisme du finlandois, personnage. Finlong Finger. Ouais, hein. non. Ça perd du charisme. Non, ça perd du charisme. Bonjour Finlandois. Alors on dit souvent qu'il y a un Finlong Finger de Sens Renaissance et un Finlong Finger de Sens Mort. Alors Cédric, qu'est-ce que t'en penses ? Qui c'est le personnage de Finlong Finger dans Sens Renaissance ? Alors, en effet, il y a un Finlong Finger de Renaissance et un Finlong Finger de mort, comme je serais tenté de dire qu'il y a également des bugs de Renaissance et des bugs de mort. Ouais. Étant donné que ce qui change, évidemment, le Finlong Finger de Renaissance a cette aura de héros légendaire, l'archange de la résistance. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Voilà, celui qui a vraiment sauvé les hommes, qui paradoxalement représente en fait la lumière apportée aux hommes, parce que finalement c'est lui qui les a libérés. Ouais. Donc il y a toute cette aura énigmatique, et Finlong Finger n'apparaît qu'à la fin de Sens Renaissance, et du coup, comme tu le disais, oui, c'est le personnage le plus mystérieux, parce qu'en Sens Renaissance, on ne le connaît quasiment pas.
Flavie? Oui, Tu veux pour parler du fait de la lumière, etc., il me semble que, je sais pas si je me rappelle plus s'il s'est mis dans Sens Renaissance, mais quand il arrive sur Terre, c'est comme une étoile filante, il apparaît sur Terre un peu comme Lucifer dans la Bible. Alors en fait, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, dans Sens Renaissance, les hommes commencent à attendre, parce que la guerre commence à s'enliser, Miphos est de plus en plus puissant, et donc les résistants sur la Terre, la résistance sur la Terre qui à la base quand même est créée par des malfrats en fait, par des criminels qui veulent cacher, qui veulent cacher l'existence de leurs affaires mafieuses à Miphos en fait tout simplement. Et progressivement cette résistance va se transformer en résistance idéologique et va se faire écraser par Miphos à 2 reprises il me semble, pour être très précis, et à la fin elle attend carrément un messie qui viendra qui viendra les sauver, et donc Fin Long Finger effectivement apparaît dans cette capsule à la Nouvelle-York comme l'espoir quoi, comme une étoile filante. Ouais. Faites un vœu, voici la mort. Ouais, en lumière. Donc au début en fait Fin Long Finger c'est qu'une rumeur en fait dans le début de Sens Renaissance. Pierre, comment est-ce que tu l'interprétais toi? Ouais, c'est un mythe. C'est un personnage que on ne voit pas, on entend parler de lui par ses actions, par son passé, par l'importance qu'il a dans la résistance, mais on le voit pas, on ne sait pas qui c'est. J'essaye de faire en sorte que mes joueurs aient conscience que ce personnage a existé et perdure à côté d'eux. C'est vrai que si on se fie à la base, finalement on n'en parle quasiment pas de Fin Long Finger, à part dans le background. Oui. Donc toi tu essayes de faire en sorte qu'il y ait des petites anecdotes. Tout à fait, pour pas que au scénar où il réapparaît, on se demande tiens, c'est pas le personnage qui a sauvé la Nouvelle-York. Clodo déguisé en noir. C'est ça. Donc il faut qu'il y ait une grosse surprise et que les joueurs soient enthousiastes à l'idée de pouvoir côtoyer ou voir ce mythe. Alors, moi, j'aurais juste un petit truc de jeu. Ouais. Je pense qu'il pourrait être intéressant pour le maître de jeu de mettre en place des sortes d'expressions tirées de Fin Long Finger, genre taper comme Fin Long Finger, je sais pas moi, boire comme un Fin Long Finger. Ah, dis donc, tu fais ton Fin Long Finger. Ouais. Et sur la Lune, vu que Céline Grey Costa avait finalement été connue, si mes souvenirs sont bons, qui est les mêmes choses, mais avec Grey Costa. Ah, tu fais ton Grey Costa, tu bois comme Grey Costa. Je pense que ça pourrait être rigolo. De renforcer un petit peu l'aspect mythique du personnage. Oui. Alors par contre, l'archange alcoolique, on a du mal à y croire. Il est quand même un peu loin, non? J'ai sorti des expressions là sur le moment, j'en ai pas d'autres là. Je retrouverai. Ouais. Vu la soirée que t'as passée hier, Flavie, je comprends que ce soit ce genre d'expression qui est dit. Chut, tais-toi. Pour revenir à ce que disait Flavie, notamment au niveau conseil de jeu, il est vrai que Solipsis c'est quelqu'un que qu'on côtoie en permanence. C'est maman quoi. Donc comme disait Bobo, c'est maman. Fin Long Finger, justement, du fait de son absence, doit être présent dans le scénar, à savoir qu'il a cette aura hyper puissante, hyper charismatique, qui fait que les joueurs doivent avoir une fascination pour ce mec-là. D'accord. Donc fascination pour Solipsis évidemment, et pour Fin Long Finger du fait de son absence. Et je pense que c'est pas mal. Alors moi jusque là à mes tables j'ai toujours réussi. Chaque scénar, Fin Long Finger fait toujours son apparition dans la tête des joueurs. D'accord. Alors voilà, en fait pour qu'ils servent de modèle. C'est un peu c'est un peu le mythe du dieu résistant quoi. C'est le mythe que complètement. Faut chercher à faut en rajouter aussi sur son apparence, comme ça lorsqu'il apparaîtra dans le scénar, ils auront pu voir comme des sortes de fantômes à longs cheveux, oh regarde ses doigts sont très grands. D'accord. Faut en rajouter un peu quoi. Enfin, d'ailleurs dis-nous Rome, il ressemble à quoi exactement Fin Long Finger? Pour moi il a de longs cheveux bruns, le teint mat, et puis ses fins longs doigts qui le caractérisent quoi. Et il est habillé alors bon, dans une illustration de Valérie qu'on peut trouver dans Sens Renaissance, on voit Solipsis devant un espèce de poteau à Aqua City, et on voit l'ombre de Fin Long Finger derrière. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette... là je vais pas la retrouver, j'ai le bouquin sous les yeux mais je vais pas retrouver la page. Si vous avez eu l'occasion de regarder dans le scénar d'Aqua City, vous verrez qu'il y a cette illustration et ça donne bien l'image de l'ombre en fait qui veille en fait, l'ange gardien, l'ange noir gardien de Solipsis, celui qui veille en fait toujours derrière elle et dont on ne soupçonne pas la survie en fait, parce qu'il est censé être mort.
tué par Carnisten devant la statue de la liberté en plus, donc encore une fois un symbole. Enfin, il faut vraiment faire un Il est symbole. d'ailleurs incroyable que la statue de la liberté ait été réussi à être conservée malgré Il les restait années de juste ses guerre. pieds. Il est mort devant les C'est pieds de vrai. la statue de la liberté, mais on ne dit pas si le reste était toujours là. Hein. C'est le colosse de Rhodes de la liberté, quoi. Il est mort devant une godasse. Excellent. Mythique. Quel Sinon, personnage. alors, c'est vrai que par rapport à Phil Longfinger, j'en rajoute un peu, mais c'est parce que je suis fan. Hein, c'est mon personnage préféré, Solid 6, mais j'en ai rien à C'est pour carrer. ça qu'on t'invite Non, pour ce c'est pas vrai. podcast. C'est pas vrai. Mais moi j'ai fait tout un scénario que j'enverrai dans un rapport de partie autour de Phil Longfinger. Ce qui est vrai que Maria Gridway, elle. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnages qui gravitent autour de Phil Longfinger. Oui. Maria Gridway, dont tu parles là. Maria Gridway, notamment, Quelles sont les relations, et Gladius Sword bien sûr. Oui. Alors quelles sont les relations entre Maria et Phil Longfinger? Alors pour Maria et Phil Longfinger, il y a toujours eu cette. Maria a toujours été amoureuse de Phil Longfinger. Ouais. Comme beaucoup de gens, je pense. Normal avec l'aura qu'il avait. C'est les incarnations runiques de toute façon, Voilà, exercent une fascination sur les êtres humains. Donc voilà, une relation peut-être un petit peu plus profonde, puisque Maria, au fond d'elle, a toujours senti moi je joue comme ça, toujours senti une rivalité avec Solipsis, même si Solipsis, bien sûr, est présenté comme un homme, mais tout au fond de son cœur, Maria est bien consciente qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ce qui fait qu'il a toujours été inaccessible. Ouais. Et du coup, quand on arrive, nous, Bug, au pôle sud, Phil Longfinger n'est plus là. Ouais. Et moi, j'ai donné chez Maria cette envie de faire revivre Phil Longfinger, parce qu'évidemment, Maria n'a pas toutes les clés. C'est pas que c'est une rune, voilà, c'est pas que on peut pas cloner Phil Longfinger. Ah yes, donc elle va essayer de jouer sa nécromancienne pour. Voilà, et en fait, deuxième scénar, elle s'allie justement, c'est pour faire le passage entre le premier et le scénar de High Seal. Ouais. Elle va s'allier à un mec qui est très très fort au niveau technologique, qui est en fait un disciple de Vigo Nemeo. Et en fait, le disciple de Vigo Nemeo va lui donner toute la technologie nécessaire qui, alliée à la connaissance médicale, biologique de Maria, va reproduire en fait des clones de Phil Longfinger. Et il y a tout un scénar d'investigation où en fait on va découvrir qu'il y a des cadavres qui sont volés au pôle sud pour justement faire des expériences dessus. La vache, putain, c'est glauque. C'est Et, bien, c'est bon ça, putain. C'est vrai, c'est bien glauque. Hein. Ah putain, la vache. Et du coup, ça va comme ça conduire les joueurs à découvrir le véritable lien qui existait entre Maria Gridway et Phil Longfinger, et également en fait le début de la rivalité ouverte entre Solipsis et Maria Gridway. D'accord. Et à la fin de ton scénar, comment tu retombes sur tes pieds? Parce que Maria, elle a quand même fait quelque chose d'un peu limite. Comment elle fait pour rester dans la résistance? Est-ce qu'elle est jugée parce qu'on a quand même besoin d'elle, notamment pour Death? Très bonne question. Alors là, c'était. Moi, on découvre pas forcément que c'est Maria qui est derrière tout ça, peut-être. Alors, on découvre que c'est Maria, mais en fait, Maria a été manipulée. C'est-à-dire qu'en fait Maria ne voulait pas aller aussi loin. En fait, les bugs vont découvrir le QG secret de Maria entre guillemets, et en fait vont découvrir que Maria a été manipulée, c'est-à-dire qu'elle avait les premières expériences, qu'elle a jamais voulu passer à la pratique, et jamais voulu faire des clones de Phil Longfinger qui tuent des gens ou des trucs comme ça. Donc du coup, Gladius Sword, qui est quand même encore lui le boss, hein, et lui aussi, il a une admiration pour Maria. Oui, et va accorder son pardon à Maria Gridway. Quant à Solipsis, de son côté, va avoir plus en plus de distance, et Maria Gridway va perdre certains de ses privilèges. Elle va pas perdre sa place au Conseil de Résistance. Elle prend déjà un coup, quoi. Mais elle prend déjà un coup dans la gueule. D'accord. Mais bon, ça c'est parce que j'ai joué sans mort aussi. Alors pour toi, parce que comme nos auditeurs savent probablement, ensuite Maria passera à l'ennemi dans Sans mort. Mais alors que pour toi, tu te ferais la peau. Donc pour toi, quelles sont les relations entre Maria et Phil Longfinger? Est-ce que Maria est la fille adoptive de Phil Longfinger ou pas dans ta chronique? Parce qu'il en était question à un moment donné quand même dans le... Alors oui, il en a été... Parce que justement, est-ce que Gladius Sword et Maria sont frères et sœurs ou... Alors pas pour moi. Non, pas pour moi je l'ai pas... Parce que pour moi en fait dans ma tête c'était clair, et puis je me suis aperçu que j'ai jamais écrit ça. Donc non, pas pour moi, c'est-à-dire que non, Maria était clairement amoureuse de Phil Longfinger, a toujours été quelque part aussi son ombre, parce qu'elle a toujours été là. Et de l'autre côté, on a un Phil Longfinger complètement méprisant, quoi, même involontairement, en fait, il s'en fout complètement de Maria Gridway. Donc déjà, Maria Gridway est déjà un personnage tragique, parce que déjà dans l'ombre de Phil Longfinger. Ouais, ok. Et alors la relation entre Gladius Sword et Phil Longfinger maintenant? Ah là c'est plus positif on va dire déjà. Ouais, parce qu'en fait Phil Longfinger et Gladius Sword ont un truc en commun, c'est le bourrinisme.
Très Au clairement. dictionnaire, bourrinisme, Bourrinisme. action de bourriner fortement. On pourrait appeler ça l'agoniste aussi, peut-être. L'agonisme. Ouais, aussi, mais après vous allez dire que je me craque, que je fais revenir mon personnage en permanence. N'oublions pas que je suis le fils spirituel de Céline Ricosta. Hein. C'est toi finalement qui remplacera Gladius Sword dans la suite de l'histoire dans le cœur de Philon Finger. Au final, c'est ton personnage. Finalement, Ouais. c'était un peu le. Ouais, carrément, puisque c'est même toi que Philon Finger nommera général de la résistance Ouais, après sa mort. Pour, Enfin, après sa mort, partir, après sa disparition. Pour partir sur Cosmo, en effet. Ouais. Donc, Bon, on va revenir à Gladius Sword. Si un jour vous voulez faire un podcast sur Agonis, je vous signerai 2-3 autographes. Je vous enverrai C'est des bien que c'est fax. la troisième fois que je le dis, Oh là mais là. craquis. Donc pour revenir à Gladius Sword et Philon Finger, ouais, ils ont ce côté meneur d'hommes ouais. en commun. Et par contre, Gladius Sword, comment dire, serait un mix entre Solipsis et Philon Finger, ce qui fait qu'il fait un très bon fils adoptif, Philon Finger, Ouais. puisque contrairement à Philon Finger, Gladius Sword aime ses hommes. D'accord. Mais vraiment, un amour vraiment. Il est paternel, quoi, avec Il les est bugs. hyper paternaliste. Ah ouais. Donc voilà, ils ont ça en commun, Philon Finger, c'est-à-dire ce côté voilà, très bourrin, très meneur d'hommes, très toujours au combat. Voilà. Et de l'autre côté, il a Gladius Sword a pris ses côtés chez Solipsis, très paternaliste, très protecteur Ouais. aussi. Bon, après, Philon Finger a aussi un côté protecteur, hein, parce qu'il n'hésite pas à se sacrifier pour Solipsis. Bon, vous l'aurez compris, hein, Cédric, c'est notre spécialiste de ce personnage de Philon Finger. Hein. Depuis tout à l'heure, je t'entends parler et je me dis putain, la vache, comment il est. Comment c'est bien, quoi, ça donne envie. Donc voilà. Alors, bon, ça, c'est le Philon Finger de Sens Renaissance. Alors, après son arrivée, parce que, bon, ben, comme nos auditeurs le savent probablement, il va arriver malheur à Gladius et donc c'est à ce moment-là que Philon Finger va décider de refaire surface. Comment est-ce que tu l'interprètes, toi, ce Philon Finger ? Je te pose la question à toi parce que je sais que Pierre n'est pas encore arrivé à ce moment-là, je crois. Pierre. Non, Ouais. non. Donc voilà, c'est pour... Comment est-ce que tu l'interprètes à ce moment-là, Philon Finger ? Alors, un Philon Finger. En fait, Philon Finger va remplacer Gladius Sword dans le cœur des bugs. C'est-à-dire que là, non seulement cette aura énigmatique, hyper charismatique de la légende, Ouais. et il va devoir assumer ce nouveau rôle de papa de la résistance, en fait, Philon D'accord. Finger. Donc on va découvrir un Philon Finger très. Enfin. Assez sympa, assez détendu. Il essaye d'être drôle. Voilà, il essaye d'être drôle, ce qui n'arrive Et normalement, absolument il pas. fait des blagues d'un mauvais goût absolu où il est le seul à rire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Même des trucs qui peuvent être hyper trash. Puisque en fait, Philon Finger ne ressent pas, comment dire, de véritables sentiments pour l'humanité. Il va par exemple avoir des blagues qui sont, Ouais. il va se retrouver devant un cancéreux, il va faire une blague sur sa chimio, quoi. C'est un gars qui a, c'est clair, c'est un gars qui a aucun respect en fait de la nature humaine. Aucune finalement. empathie. Ouais, En fait, c'est le personnage de Philon Finger. Et d'un autre côté, on va voir un Philon Finger qui va évoluer, qui va progresser, justement grâce au contact des bugs. Parce que Ouais. les PNJ, évidemment, ne peuvent pas faire ça, n'ont pas ce rôle-là. Ouais. Ils ne peuvent pas faire évoluer une rune, c'est pas possible. Ouais. Tandis que le bug, lui, va pouvoir essayer justement de nouer des relations avec la rune. Et D'accord. Philon Finger, des fois, va se laisser un petit peu, enfin moi je joue comme ça, se laisser un petit peu attendrir, avoir Ouais. des préférés, Ouais. commencer à entraîner certains. Vous voyez absolument pas où je veux en venir. Non, mais clairement, Agoniste, de toute façon, ça a toujours été le préféré de Philon Finger, du coup, ton personnage. C'est Mais- chouchou. Ouais, le chouchou. Mais c'est marrant de voir comme ça, dans le sens, la manière dont chacun en fait d'entre vous, les premiers joueurs, donc Cédric, t'es un joueur de la table de Rennes, on a eu l'occasion au cours des podcasts de dire qu'il y avait eu 2 tables, etc. Et c'est marrant de voir comme chacun a des préférences pour une rune particulière ou son Wilfried, Wilfried, Wilfried. Voilà quoi. Et toi, Philon Finger, il y en a certains, ça va être Solipsis, personne en fait. Bah, D'autres. ça dépend du caractère. Ça dépend du caractère et du personnage que tu interprètes. Mm. De toute façon, le jeu est très bien calibré puisque de toute façon, tu vas te reconnaître dans une rune à un moment ou à un autre. Et je sais pas, Pierre, par exemple, ta rune préférée ou ton personnage préféré. Alors, j'ai joué pas mal de personnages. Hein. Kraki. J'avais mis combien de J'ai personnages entendu, sur ton t-shirt J'ai de pas fin eu de la chance chronique? de faire toutes les chroniques. Alors, Je suis au CNRS. je me souviens qu'à un moment j'étais assez proche de Miphos, mais Très proche. très proche. Ouais, on traître. s'en souvient, ouais. Et bon, j'avais viré de bord après. Hein.
En parlant de Mifo, c'était un peu tendancieux ce que tu viens de dire là. Mais dans l'autre sens. Hein. Je veux pas savoir les détails privés Très bien. avec Mifo, Mais, tout ça, tout en ça. fait, j'ai jamais eu trop d'admiration pour une rune en particulier. C'est vrai Moi- qu'on oublie de dire souvent que c'est toi qui as interprété l'amiral Ghost en fait. Dans... Tout à fait. C'est-à-dire que Voilà. T'es le seul joueur à la table qui ne jouait pas en fait avec les autres. Le seul amiral de la table. Une espèce de traître salopard qui a voulu désinguer, mais rassure-toi, il y a eu pire que Ouais, il a C'est juste fini- toi il qui as fin- il a tué fini par l'homme que choisir le j'aimais bon dans camp. la chronique. Oui, tout à fait. le bon camp par rapport à qui. Ouais, voilà, c'est toujours la question. Il n'y a pas de manichéisme dans ce sens, mais bon. Mm. En tout cas, il a choisi le nôtre. C'est vrai que par exemple, là, on a cette fascination de Flavie pour Wilfried. Ouais. Côté chaotique, tout ça qui correspond Ouais. très bien à ta Et personnalité. Flavie. bizarrement, je jouais quelqu'un méga live, et méga cosmo dans la chronique. Hein, Ouais, donc, mais méga Ouais. chaotique aussi, je crois. Nina de Cadiz, Ouais, c'était c'est pas la vrai. constance incarnée. Oh, Non, le c'est bordel. en même temps, je peux pas collectionne jouer les quelqu'un amants, d'hyper constant, je suis pas moi-même. Et d'un autre côté, on a un autre joueur qui est pas présent ici, donc Thomas, Ouais. frère de Pierre, qui lui avait une véritable fascination pour Mifos Mifos, Quadrilla. Ouais, ouais, Marius. clairement. Donc, Et au final, tous les trois personnages ont évolué comme leur rune. On serait vraiment dans Naruto, quoi. Je sais pas Oui. si tu connais Naruto, Enfin, Cédric, un petit peu. C'est j'en ai ça, quoi. entendu parler. Ils ont tous des mentors et puis ils évoluent exactement comme eux, mais à tel Mm. point qu'ils leur ressemblent même physiquement à la fin, quoi. C'est ça qui est assez bizarre. Tsunade, ouais. Ouais, Tsunade, même Sasuke et Orochimaru. Enfin, et dans ce sens, c'est exactement la même chose, quoi. Selon la rune qui nous fascine, à la fin, on finira. Alors Bah, toi, c'est normal parce qu'en fait, les stigmates psychologiques vont de toute façon à un moment déteindre sur le physique du personnage. Ouais. Je trouve ça normal, par exemple, quelqu'un qui est ordonné, donc voilà, qui a une fascination pour Mifos Quadrilla, ne peut pas se permettre d'être habillé n'importe comment. Ça va pas avec la qualité Ouais. de son personnage. Pour reprendre un exemple qui m'est personnel, désolé encore pour le craquage, mais dans Cosmo, Agonis perd un œil. Ouais. Ce qui fait que là, boum, j'ai pris du, ouais, j'ai alors pris là, du laisse. clairement, l'inspiration, c'était Metal Gear Solid, il me semble. Hein. Ouais, c'était C'était Big Boss. Big Boss, quoi. Et, Avec l'œil poché et tout ça. mais c'est quelque chose qui rapproche physiquement de la mort. Donc oui, les personnages vont tendre de plus en plus à ressembler physiquement à leur... Ouais. Mais c'est normal. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de Finon Finger qui n'a aucun sentiment, sauf pour une personne quand même, qui compte énormément pour lui, Solipsis. Donc là, par contre, et puis ça nous permet, je pense, de faire une excellente transition vers le Finon Finger de Sens Mort, en fait. Donc le Finon Finger de Sens Mort. Alors, la Flavie, je me retourne vers toi un petit peu, si t'as plein d'idées sur ce Finon Finger là. Ben déjà, bon, je parlerai pas du petit parce qu'on en parlera après. On en parlera après. Spinning Finger dans Sens Mort, déjà pour moi c'est plus le même. Quand il arrive sur la lune, il devient beaucoup plus taciturne. Pour moi, Ouais. Oui. je le joue beaucoup plus taciturne. Il est toujours en train de chercher s'il reconnaît ou pas quelque chose, même s'il se rappelle pas forcément avoir été là. Il y a quelque chose qu'il travaille. Il devient beaucoup plus sombre. Ouais. Et à côté de ça, du coup, il essaie pour ressembler vraiment à un être humain, il essaie de refaire encore plus de blagues et tout, et il est vraiment détendu qu'avec les bugs finalement. D'accord. Cédric, dans Sens Mort, Finon Finger. Alors, je n'ai pas encore joué Sens Mort, mais j'ai une idée déjà très précise. T'as pas encore fait jouer Sens Mort. Je n'ai pas encore fait jouer Sens Mort, pardon. Ouais. Donc voilà, et je suis entièrement d'accord avec Flavie sur la façon de jouer Finon Finger, un Finon Finger plus taciturne, avec un petit pincement au cœur, une sensation de regret permanent et quelque chose qui cloche sur cette lune. Alors, héritage et de Classis et de ce qu'il a fait, Ouais. même si en effet pour lui, alors, ses souvenirs sont Alors, assez... Précise un petit peu pour nos éditeurs, qu'est-ce qu'il a fait justement? Qu'est-ce qui s'est passé sur la Lune? Clairement, la lune, c'est l'endroit où il est né. Ouais. Non, il Non, est né sur Non, la non, Lune, il est mais sur il Terre. a été conçu sur la Lune, je suis Il d'accord était- avec oui, Cédric. voilà, Ouais. C'est d'accord. ça, c'est ça quand même sa planète d'origine. Sa planète C'est-à-dire que d'origine. Sa mère accouche à la Nouvelle-York sur Oui. la Terre, mais sa mère est sélénite. Mais sa Et mère, pourquoi père est est-ce qu'il a sélénite. un nom de fille? Ouais. Alors, Cédric, je tu pense veux à raconter y venir l'anecdote un petit peu plus tard, mais bon. Non, mais parce qu'on va parler de l'enfant Finon Finger sur la Lune, mais on peut parler de l'enfance de Finon Finger dès maintenant. Parce que D'accord. c'est sur Séléné finalement qu'on apprend tous les secrets sur l'enfance de Finon Finger. Alors, pourquoi ce nom débile Pas Finon Finger, qui mais- paraît débile, donc on parle de Céline Grecosta, qui est son véritable nom. Tout simplement parce que au moment d'accoucher, Louise Grecosta pensait avoir une fille. Donc du coup, elle a appelé son fils, qui ne savait pas être son fils, Céline. D'accord.
Donc voilà, ce qui n'enlève absolument aucun charisme au personnage, voire même qui en rajouterait, parce que Phil Finger est déjà un antagonisme à lui tout seul, donc son prénom en rajoute, je trouve. Mais c'est Bernadette qui disait, mais c'est marrant, donc c'est ma correctrice. Quand tu, enfin c'est une de mes deux correctrices. Excuse-moi, oui, Fabien. merci. Excuse-moi, parce que les soirées à les relire. Hein, oui, d'accord. Donc il disait, ouais, c'est marrant. Alors donc Solipsis, c'est un mec. Non, c'est une femme et elle a un nom de mec, parce qu'elle s'appelle Soren. Et alors Céline, c'est un mec, mais il a un nom de nana. Alors va falloir te décider là-dessus, c'est pas clair. Quelle est la différence entre les deux d'après toi, Ron? La différence entre les deux, entre Soren et Céline? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu me poses comme question? Soren a choisi volontairement de se travestir en homme, tandis que Phil Finger, Ingrid Costa, n'a pas choisi son nom. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence. Donc ici, donc on est revenu un petit peu à son enfance, mais sur Séléné, c'est là qu'on apprend tous les secrets sur son enfance. C'est là qu'on découvre le Phil Finger un peu tragique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière la légende finalement? Quel est l'homme derrière la légende? Parce que c'est vrai qu'avant d'être un sauveur qui tue plein de gens pour le salut de la liberté, ouais. Voilà, Ingrid Costa a eu une enfance qui a été terrible parce que son pouvoir de donner la mort à n'importe qui voilà, est un fardeau, très clairement. Ouais. Et Ingrid Costa l'a utilisé dès son plus jeune âge. D'accord. Première fois involontairement, ce qui ouais. a créé le mystère, ce qui a envoyé Nedémon Classis pour aller le chercher, pour un petit peu calmer le dans son petit orphelinat bonhomme. sur Terre, ouais. Voilà, son orphelinat sur Terre. Mais par contre, Nedémon Classis a envoyé sciemment Ingrid Costa pour décimer le conseil sélénite. C'est-à-dire qu'en et fait, donc a utilisé son pouvoir dès son plus jeune âge, et volontairement. C'est-à-dire, voilà, il a dit à Céline, tu vas arriver vers ces mecs-là, tu vas les tuer. Parce que de toute façon, ces mecs-là, clairement, à un moment, ils vont nous nuire. ouais. Pour dire je t'accepte. Quand il dit je t'accepte, ça veut dire qu'il t'accepte dans la mort, et donc Voilà, tu donc meurs. c'est fini. Donc pour toi, Phil Finger, c'est d'abord un outil en fait. Un outil manipulé par la Fédération. Ça a été quelqu'un de manipulé, puis c'est un peu dégueulasse parce que c'est vrai que c'est dès son plus jeune âge. Et puis en plus, parmi les gens du conseil, il y a son père. Ouais. Alors, qui est-il? Donc là, il y a plusieurs choses dans le bouquin. Alors oui. donc, ouais, vous êtes resté à la première version, dans laquelle le père c'est le réverbère, Greg Costa. Oui. Ouais, voilà. Mais c'est plus le cas maintenant. C'est non plus le cas maintenant. Parce que moi, dans le livre que j'ai lu, c'était pas ça. C'est-à-dire que Céline pense à tort que son père est Greg Costa, et il va découvrir qu'en fait son véritable père c'est Albion. C'est Albion, d'accord. Donc c'est bien ce que j'avais compris tout à l'heure lorsque tu l'as. Ouais, en fait, tu l'as lu. Donc Albion qui est l'administrateur qui va recueillir le petit lorsque Classis l'emmène sur la Lune pour tuer les autres administrateurs. Oui. Sachant qu'Albion est le seul qui ne sera pas tué par Céline, et donc le seul qui ne deviendra pas vraiment un quadrilla de mort. C'est pour ça que lorsque les bugs arrivent sur le fragment de l'aviateur, ils ne rencontrent pas de quadrilla, sauf un, Météore, qui est probablement, et c'est ce que laisse entendre Sens en tout cas, la réincarnation véritable d'Albion parmi les quadrillas. Ça voilà, c'est un truc qui a été rajouté en plus, donc Ced. D'accord, donc non, oui, dans ça je le savais pas. De toute façon, Ouais. encore une fois, j'ai pas encore fait jouer mort, donc. Ouais, d'accord. Donc je ne suis pas au courant de tous les secrets. Alors donc là, comment il se comporte Céline sur la Lune? Alors, comment il se comporte sur la Lune? Donc quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, de beaucoup plus taciturne. Ouais. Quelqu'un qui va avoir énormément de mal à développer justement ses relations avec les bugs. C'est-à-dire qu'au début, ça allait plutôt bien sur Terre. Ouais. Donc voilà, on a un Phil Finger plus ouvert. Puis quand il arrive, on sent, il cache quelque chose, il y a un fardeau, il va être beaucoup plus inaccessible. Oui, puis même avec son qu'avant. fils, même avant la trahison, ses rapports avec Wilfried deviennent terribles. Ouais. C'est des engueulades, de toute façon je vois même pas comment j'ai pu te faire, c'est limite quoi. Et au moment où Wilfried trahit, c'est encore pire. Encore pire. Ouais. Et ouais. Et sinon, de la façon dont il est, je pense que c'est aussi quelqu'un qui rejette véritablement la façon de vivre de la Lune. Ouais. Et sur chaque présentation des fragments, ouais. Ça soulève des questions sur leur façon de vivre. Par exemple, celui où on passe son temps à consommer, mais qu'est-ce que... Phil Finger, il aurait tendance à dire mais ça les avance à quoi d'acheter une nouvelle paire de chaussures, c'est parce qu'il va les définir, ou ce genre de choses. D'accord. C'est une grande critique et il met le doigt sur des choses très long, hein. Il met le finlandois. Il met son finlandois sur les choses que les bugs ne connaissent pas et ne comprennent pas non plus. D'accord. Donc il y a tout cet aspect-là en fait qu'on découvre chez ce Céline dans Sens Mort.
Oui, et il y a aussi. Il est plus proche des bugs aussi, il me semble, quand même, dans Sens Mort. Il y a Oui, une proximité. Enfin, il est plus proche. Tu dis qu'il a des difficultés Oui, avec il a des eux. difficultés parce qu'en fait, il faut que les bugs aillent chercher Céline. C'est-à-dire Céline ne va plus aller vers les bugs, Ouais. parce que vraiment, c'est ce qui s'est passé dans Renaissance. Hein. C'est lui qui arrive, qui débarque, voilà, je suis là, je vais faire copain-copain. Ouais. La Lune, c'est différent. On va découvrir quand même le secret de Céline. Va Ouais. falloir creuser. Donc les bugs ont un effort supplémentaire à faire pour nouer des relations avec Céline. Et quand je dis qu'il va être plus inaccessible, il va pas être totalement inaccessible, mais il va falloir bosser un minimum, quoi. Et là, on va découvrir par contre plus de choses. Mais sur à Céline Grey-Costa. la fin, quand même, les bugs peuvent carrément devenir très très proches de lui. Moi, je vois par exemple Oui. ton personnage, à la fin, vous vous tutoyez même. Alors que aucun autre bug n'ose tutoyer Fin Finger. Ensemble, vous vous tutoyez. C'est lui qui a commencé d'ailleurs à te tutoyer. C'est lui qui a commencé. Puis il y a le statut particulier aussi, c'est-à-dire que plus la rune de mort va être élevée, plus Céline va se sentir en confiance avec la personne. D'accord. Donc du coup, ce qui fait que oui, ça va nouer. Donc vu que toi, tu avais une énorme rune de mort déjà puis vous aviez bien une faite. complicité en plus, cette espèce d'amour caché en fait pour. Enfin, lui pour Solipsys et toi pour Lina au Et final. moi pour Lina. Et ce qui s'est. Que tu gardais d'ailleurs caché même autour de la table, et ça c'était vachement chouette parce que du coup moi je le savais pas, et je sais que quand j'ai joué Lina des fois j'étais pas cool avec ton personnage, et oh là là. Justement, c'est ça qui était Ouais, génial. c'était ça Par qui était contre, très, très bon. Rome le savait. Ouais, moi, je le savais. Rome le savait. Et pour revenir à Céline Grey-Costa, on a eu plus ou moins le même parcours, mais il faut pas oublier que, alors non seulement évidemment la mort l'a toujours accompagné, entre guillemets, évidemment c'est le dieu de la mort, Ouais. mais c'est quelqu'un qui volontairement a choisi une carrière militaire, enfin c'est le général de l'Omicron quand même. Ouais. Donc À la il y a base. il y a quand même ce côté destructeur permanent chez. Oui, d'ailleurs, chez il Final Finger. doit être une légende, hein, je l'ai précisé tout à l'heure, mais sur la Lune, Céline Grey-Costa, c'est une légende, ça a été l'un des meilleurs, Exact, militaires exact. de l'Omicron. C'est pour ça que je parlais des expressions, parce qu'il me semble que tu avais fait des trucs comme ça, toi, à notre table, quand on avait écouté des militaires. C'était « Ah, tu fais ton film Longfinger ». Alors, Exactement. Ouais. en fait, ouais, pour revenir sur ce que disait Flavie, il faut savoir que Miphos n'a pas dit la vérité. Alors moi j'en suis resté là, n'a pas dit la vérité aux Sélénites par rapport à Céline Grey-Costa. Donc Céline Grey-Costa est toujours un héros dans la tête des gens. C'est le général de l'Omicron, c'est un mec super bourrin. Parce qu'il avait une Et réputation il de n'a pas- ouf quand il Et servait. il n'a pas trahi. Et il n'a pas trahi. Il n'est pas passé du côté des résistants normalement. Exact. Alors tout ça n'est pas précisé dans le sens mort. C'est vraiment quelque chose qui a été enlevé. Je peux pas tout mettre, mais effectivement, Oui. c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir. C'est vrai que Miphos a caché la vérité à ce niveau-là, et que du coup, Fin Finger pour les Sélénites est une légende. Maintenant, ils ne savent pas que Fin Finger est un immortel, donc ils le pensent mort depuis des siècles. Oui, C'est bien un sûr. peu comme un Christophe Colomb, quoi. On sait qu'il a existé, on sait qu'il a été, qu'il a protégé Bran pendant des années, et voilà. Ouais, donc ça c'est intéressant aussi quand même de le préciser. Alors, tout à l'heure on parlait des révélations, qu'on va devoir aller chercher, etc. Et tout ça m'amène à notre dernière partie sur Fin Finger, c'est Fin Finger l'enfant. Parce qu'on apprend en fait toutes ces révélations par le biais d'un fantôme finalement, le fantôme qui représente Fin Finger en tant qu'enfant. Alors là encore une fois on retrouve une espèce d'image avec le petit prince, Cédric. Alors, justement, l'enfant, c'est ce qui va faire il y a beaucoup de choses qui font la particularité de Sens, hein, mais c'est ce qui va faire la particularité au niveau joueur. C'est-à-dire que l'enfant, c'est quelqu'un qui va accompagner les bugs en permanence. Ça va être ce petit PNJ là, Ce petit bonhomme. ce petit bonhomme hein, qui va se révéler en fait être une sorte de conscience aussi pour les joueurs. Cette espèce de petit miroir qu'on n'a pas envie de regarder. Et qui va te dire bah tiens, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu combats pour la liberté, puis alors Miphos, pourquoi est-il aussi méchant pour vous, et puis C'est aussi, la réalité, qu'est-ce ouais. que c'est, enfin, ce genre de truc quoi. C'est aussi La un vie. enfant qui mettra le doigt sur les secrets cachés du type regarder Agonis et dire mais pourquoi tu la regardes comme ça, tu l'aimes, et mais tais-toi toi. C'est Ça, c'est parce que c'est une très Grey-Costa très est un innocent, très innocent à jouer. Il doit débarquer toujours à des moments un peu incongrus quoi. Oui. T'es en train de te battre et là t'as l'enfant qui arrive et qui dit bah qu'est-ce que tu fais, tu joues à la guerre. Très clairement, et en même temps, on doit ressentir déjà la puissance de l'enfant, c'est-à-dire qu'il est intouchable. C'est un fantôme. Le môme, c'est un fantôme. Mm. Donc, et on doit en même temps ressentir sa puissance, c'est-à-dire qu'il a ce côté innocent, mais de l'autre côté, s'il débarque en pleine bataille, l'ennemi pourra absolument rien lui faire. C'est quelqu'un d'intouchable. Et en fait, le petit Fin Finger, ce fantôme, doit être normalement le reflet
du grand Finger, qui lui D'accord. aussi justement a cette aura intouchable Mais qu'on ne peut finalement jamais atteindre totalement. là, la différence, qu'il y en a un qu'on a envie de prendre pour, enfin, je sais pas, on a de l'affection pour lui, alors qu'un autre, on a un peu envie de dire, mais c'est un boucher, Finger, enfin le Finger l'adulte, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, c'est un boucher, mais voilà, il y a plusieurs siècles Mais d'écart. quel entre les deux. boucher! Parce que, ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que Météore est celui qui rencontre le premier l'enfant. Pierre, toi, tu parlais de ça tout à l'heure. Ah oui, Ouais. parce que moi j'ai commencé à lire Sens Mort. J'ai dû arrêter au début et il y avait une discussion entre Météore et l'enfant. Je savais pas du tout qui était l'enfant. D'accord. Et bien sûr, je me suis dit bon bah essayons de deviner qui peut être cet enfant. Mais qui est l'enfant? Et puis moi dans ma tête j'avais pensé à l'aiguilleur. En fait, que c'est toi l'aiguilleur. L'aiguilleur qui vient voir Météore, qui lui pose des petites questions, qui le chagrine un peu. Et, Ouais. En fait, pas du tout. et en fait, pas du tout. Il s'avère que c'est Céline Grécosta. C'est Céline. C'est une Grécosta. Et donc c'est l'enfant vient vers Météore et c'est la première personne à qui il commence vraiment à raconter son histoire, à expliquer, à poser des questions. Et encore une fois, ça sous-tend vraiment la thèse que Météore, c'est la réincarnation d'Albion. Oui, bien sûr. Et d'autant qu'ils ont une relation très paternelle. Il a une relation très paternelle. Il lui prend la main. Voilà, c'est ça Oui. en fait. C'est, Donc, il réagit comme un quadrillatique, père avec lui quoi. quand tu le rencontres. Quadrillade vie à fond. Donc voilà. Donc cet enfant, voilà, c'est ça son but, hein, c'est de faire se poser des questions, montrer l'invulnérabilité un peu du personnage et surtout révéler le passé de Finger. Ah, il y a Voilà, un truc en fait. intéressant que tu nous avais fait jouer avec l'enfant. Ouais. C'est que à un moment, en gros, je crois que c'était toi, Ced. Tout ce que nous Il y fait en a Jérôme un est qui- intéressant. Bien Ah sûr. Voir ouais. les points d'immersion. Ouais, c'est ça, ouais. Point d'immersion. File-lui des fraises Tagada pour avoir des points d'immersion en plus. Offre Bref, tes cadeaux et, à la rose trémière. Merveilleux. et en fait, à un moment, il y a quelqu'un, l'un de nous de la table, qui en gros lui dit un truc qui lui plaît vraiment pas. Notamment quand on commence à découvrir le secret, qu'il commence à se rappeler de certaines choses, il se met à crier au bug « Je t'accepte !» en pétant les boulons, sauf qu'on est des bugs, tu peux pas nous accepter. Donc ça marche pas, et du coup il se met dans une colère noire, et il s'en va. Ouais, donc là, encore une fois, le côté inaccessible, un peu fugace, hein, l'esprit fugace dans Oui. Magic. Pour 0, il remonte dans ta main. C'est très fugace. Et ce qu'il faut souligner chez Finger, c'est toujours ce côté guide. C'est-à-dire, ça a toujours été un guide. Bizarre d'être guidé par la mort. Mais quand oui, même. bien sûr. Mais c'est ça qui est bien. De toute façon, les bugs sont condamnés. De toute façon, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, je le vois. Qu'est-ce que c'est je que le vois cette comme idée ça. Pourquoi tu dis Tu, ça tu trouves qu'on est maudit, c'est ça? Parle pour Alors, toi, moi d'une, j'étais très parce cool. que, hein. oui, les bugs, ils s'en prennent plein la gueule. Ouais. Et de deux, ils sont condamnés par le déterminisme, parce que n'oublions pas que nous sommes dans ce sens. Donc, ils sont condamnés de plusieurs façons. Et oui, ils sont guidés par la mort et dans Sens Renaissance, où il a justement ce rôle, il a eu ce rôle de libérateur, donc il a guidé vraiment le peuple. Ouais. Voilà, il pourrait faire un joli tableau de Delacroix. Et dans Sens Mort, il va guider le joueur au sein de la Lune, il va guider le joueur au sein de l'histoire de Céline Grécosta, son histoire, Ouais. et il va évidemment guider le joueur au sein de sa propre histoire, au sein de l'histoire du joueur. C'est-à-dire qu'en posant des questions en permanence, là je disais le petit effet miroir, Ouais. il va aussi faire une sorte office de guide. D'accord. Alors guide que l'on aime ou qu'on n'aime pas, mais C'est en tout vrai. cas il est là. Et tu peux pas t'en détacher du môme. Hein. Et il y a, puis bon, encore une fois, avec Saint-Exupéry qui couvre un petit peu tout ça et qui enrobe le truc en une forme de remake en fait dans ce sport. Oui, tout à fait, qui est super intéressant d'ailleurs. C'est le fait que ce soit le Petit Prince, donc il t'emmène vers voir les gens justement dont parlait Flavie tout à l'heure, ces consommateurs, ces géographes qui essayent de tout cartographier sans prendre en compte l'éphémère, etc. Et donc il invite à une espèce de quête initiatique qui t'amène à considérer que les Sélénites sont morts eux aussi, quoi. Et ce qui est je trouve intéressant, l'opposition, c'est malgré ce côté très matérialiste de la Lune, à côté, l'arrivée d'un Sens d'Est, c'est l'arrivée de la Fantôme. magie. Ouais, Ça, carrément. déjà, il y a des, Carrément. il y a des animaux qui L'opposition. parlent. C'est le moment onirique. Il y a un fantôme. On peut le toucher, mais ça Carrément. reste un fantôme. Donc, faut vraiment mettre en place cette opposition, le côté très matérialiste des Sélénés, et à côté de ça, ce côté très magique finalement, qui prépare d'ailleurs un peu à la magie de Sens Néant, quoi. Où là, c'est totalement magique. Mon jeu de rôle est un voyage.
Merveilleux. Bah, bien sûr. Bon, bah, quoi qu'il en soit, voilà, on a fait un peu le tour. Non, on n'a pas dit comment il il y a- mourait. Comment il meurt? Mais il meurt pas. Mais qu'est-ce que non? Je vois pas de pas. Bah, Petit mortel. Il meurt pas, mais il disparaît. Enfin, il est quand même scellé à la fin. Qu'on précise quand même Ouais. pour les auditeurs. À la Histoire fin, de il leur y a faire de Maria bons spoilers. Gridway, donc dont on a parlé au début, qui trahit, ouais. qui amène Solipsis à l'aiguilleur et par un subterfuge digne des plus grandes Malicieux. séries de Santa Barbara. Non, plutôt Death Note. Death Note, oui, c'est vrai, pardon. En gros, Finnongfinger est amené à tuer Solipsis Sans le faire exprès. sans le faire exprès. Oups, j'avais pas Et il oups. décide, oups, pardon. Et il devient fou, il redevient finalement celui qui a tué plein de gens sur la Lune. Et les bugs n'auront d'autre choix, alors que c'était quelqu'un qu'ils adoraient, que de sceller Finnongfinger dans la rose trémière. Dans la rose trémière. Charmant. La rose. Tu me parles dans de la rose ça, trémière. je pensais à Nobilis. La rose trémière. La rose de Pardon, Galahad. La rose de j'aime Galahad. bien Nobilis. Mais ça nous rappelle aussi un petit peu, parce que tout ce que vous dites là, même sur sa fin, ce qu'est la rune de mort en fait. La rune de mort, c'est cet aspect tragique, quoi. C'est-à-dire qu'on va être très bourrin, on va faire de grandes choses, on va pouvoir tuer beaucoup de gens, donc en termes guerriers bien sûr, mais par contre on est appelé à disparaître de façon tragique. Et toi, c'est la rune que tu as favorisée en tant que personnage, Cédric. Bravo. Alors, c'est la rune que j'ai choisie en tant que personnage parce que c'est certainement le personnage qui me ressemble le plus La à rune de Guinness mort. parmi Tu me tous fais ceux que j'ai peur. fait. Et oui, tout simplement parce que au niveau psychologique, Sens, je trouve, est très représentatif de ce que fait Finnongfinger. C'est-à-dire que oui, Finnongfinger est condamné, très clairement. Oui, les bugs sont condamnés. Et il y a une phrase, alors que je crois qui est dite par Classis dans Le Petit Prince, alors, Ouais. c'est pas Classis, D'accord. mais qui du coup représente très bien Finnongfinger, où t'as le petit, donc Céline, Ouais. qui va dire voilà, dans ce désert on se sent bien seul, et je crois que donc, c'est Classis qui lui répond, parmi les hommes aussi Ouais. on se sent seul. Et je crois que c'est tout justement la tragédie de Finnongfinger, et je trouve que cette phrase résume très bien le personnage de Finnongfinger, et résume très bien du coup le personnage aussi d'Agonis. Nagunis. Ok. Bon bah voilà, on a fait un petit peu. Je suis en train de m'étouffer moi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du personnage de Finnongfinger. J'espère que ça vous aura donné envie, chers maîtres de jeu, chers auditeurs, de maîtriser des campagnes avec ce personnage merveilleux. Et puis nous on vous dit à bientôt. Râlez moins, jouez plus. On va encore se quitter sur cette bonne vieille formule de Grumpf. Et n'oubliez pas également que un Finnongfinger acheté, une grosse épée de bourrin offerte. En vente dans tous les drugstores. Merci Cédric pour ce commentaire. Pas de Allez, problème. à bientôt tout le monde. À Au la revoir. prochaine. À bientôt. Salut. Au revoir.